Eh bien, bienvenue à toutes et à tous pour cette nouvelle visioconférence organisée par la Fondation Gabriel Péri. Nous sommes très heureux de recevoir pour cette séance Adam Abdou Hassan pour un échange autour de son livre qui s'intitule Puissance du droit et droit des puissants, les traités européens et eurafricains sous la loupe. Un livre qui vient d'être publié aux éditions du Centre Europe Tiers-Monde, le CETIM, qui est un centre d'études, de recherche et d'information créé en 1970 et qui est basé à Genève. Un centre qui est aussi une interface avec les mouvements sociaux du Sud et du Nord. Le CETIM défend les droits humains et les revendications des mouvements sociaux au sein de l'Organisation des Nations Unies, où il participe à l'élaboration de nouvelles normes internationales dans le domaine des droits humains. Alors, lorsque Melik Özden, directeur du CETIM, a pris contact avec nous pour nous proposer de soutenir l'ouvrage d'Adam Abdou Hassan, nous avons tout de suite saisi cette opportunité. D'une part parce que le CETIM est un organisme de référence et parce que l'ouvrage porte sur un sujet qui est l'un des centres d'intérêt de la Fondation depuis sa création en 2004, celui des relations entre l'Europe et le continent africain et donc des relations entre la France et l'Afrique depuis l'histoire coloniale jusqu'à la période actuelle, encore marquée par le néocolonialisme malgré les nombreux discours de nos responsables politiques appelant à la rupture, mais qui malheureusement sont rarement suivis des faits. La France et l'Europe, les responsables politiques qui les gouvernent, tout comme une grande partie, si ce n'est la plupart des acteurs économiques français et européens, sont loin d'être sortis des logiques de domination dans leur rapport à l'Afrique. C'est d'autant plus vrai dans le contexte d'aujourd'hui où la compétition pour l'accès aux ressources et les luttes d'influence s'aiguisent, qui plus est dans un monde multipolaire où la Chine, la Russie, la Turquie, l'Inde et d'autres sont de plus en plus influents, notamment sur le continent africain. Et ceci également dans un contexte où interviennent davantage d'acteurs, qu'ils soient étatiques et non étatiques, ce qui complexifie les enjeux de pouvoir et les rapports de puissance. Alors, par nos activités à la Fondation, nous tentons de comprendre et de déconstruire ces relations de domination et d'exploitation qui constituent un obstacle, à notre sens, pour affronter les défis qui touchent aujourd'hui directement aux conditions de notre survie sur Terre. Des défis qui exigent bien au contraire une coopération totale, une solidarité réelle, qu'il s'agisse des défis de la paix, de la sécurité, des défis sociaux ou environnementaux, des défis de la mobilité ou des défis liés à la construction de systèmes démocratiques fondés sur des états de droit qui nous permettent de vivre ensemble et de construire un monde vivable pour les prochaines générations. Je me permets ici de signaler qu'à la Fondation, depuis le début de l'année, nous avons organisé 2 panels en ligne, bien sûr, vu le contexte, sur les enjeux socio-économiques et politiques en Afrique et en Europe à l'heure de la crise sanitaire. Et également un autre panel plus récemment sur les relations entre l'Europe et l'Afrique à l'heure de la mise en place de la zone de libre-échange continentale africaine. Je vous invite à regarder les vidéos qui sont en ligne sur notre chaîne YouTube où sont intervenus des intervenants du monde politique, de la recherche, des organisations sociales et citoyennes pour nous donner leurs analyses critiques sur ces sujets d'actualité. Nous organisons ces panels dans le cadre de la préparation du colloque Ahmad Dansoko que nous tiendrons à la fin du mois de janvier 2022 à l'Université de Dakar avec plusieurs partenaires dont le collectif Afrique du Parti communiste français et le Parti de la gauche européenne, dont l'un des membres est avec nous ce soir, Félix Hatchadé, bonsoir, spécialiste des questions africaines. Je le remercie d'avoir accepté de co-présenter cette séance avec moi. Alors, pour revenir au livre qui nous réunit ce soir, l'une de ses forces, c'est de regarder les relations entre l'Europe et l'Afrique à partir d'une approche de juriste, d'histoire du droit international, du droit européen et du droit au développement, pour nous montrer combien le droit est un instrument de puissance et comment les puissances européennes, en l'occurrence, l'utilisent depuis la période coloniale au service de leurs intérêts économiques, commerciaux et stratégiques, et comment également ils usent de la soft law, donc ce droit qui n'est pas contraignant, pour poursuivre leur politique de domination sous couvert de défense des droits humains et de respect de la souveraineté. Je dirais également un mot sur la préface de cet ouvrage qui est écrite par le professeur Cruz Melchor Eya Nchama, qui est l'ancien président du CETIM, juge à la Cour de Genève et un opposant historique en Guinée équatoriale.
Dans cette préface, il nous rappelle que la domination et la puissance européenne prennent racine dans l'esclavage, puis dans la colonisation. Et il cite un extrait notamment du discours sur l'Afrique de Victor Hugo de 1879, qui affirme alors que, je cite, l'Afrique n'a pas d'histoire et dans lequel il invite l'ensemble des pays européens à coloniser le continent. Le professeur nous fait également une énumération de toutes les fois où les peuples colonisés ont été exposés aux côtés d'animaux dans des enclos en Europe et aux États-Unis. Et il nous rappelle que la dernière exposition de ce genre a eu lieu à Bruxelles en 1958, soit 10 ans après la signature de la Déclaration universelle des droits de l'homme. C'est donc bien une illustration des contradictions et des doubles discours des Européens que l'on retrouve aujourd'hui encore et que notre invité décrypte de façon minutieuse avec à la fois beaucoup de pédagogie et beaucoup de précision dans son livre. Donc nous sommes très heureux de vous recevoir et de pouvoir en débattre aujourd'hui avec vous ce soir. Félix, je te donne la parole pour que tu nous présentes notre invité plus en détail et pour que tu ouvres la séance. Merci Christelle, bonsoir à toutes et à tous. Que dire, je commencerai par présenter Adam Abdou Hassan, qui est d'origine nigérienne, qui est enseignant-chercheur en droit public. Il est membre du CUREJ de l'Université de Rouen-Normandie et directeur exécutif de l'Institut nigérien d'études stratégiques et internationales. Il est docteur en droit public et ses domaines d'expertise, c'est le maintien de la paix, les relations entre l'Union européenne et les États d'Afrique subsaharienne. C'est ce que lui vaut d'ailleurs le livre qu'il va nous présenter tout à l'heure. Les droits de l'homme, la démocratie aussi, l'état de droit, ce sont des domaines dans lesquels il intervient et qu'il écrit, dans lesquels il écrit des articles de type scientifique. C'est un chercheur dans tous ces domaines. Il est aussi spécialiste dans les questions de migration, de conflits armés, bref, un certain nombre de problématiques qui sont importantes aujourd'hui en Afrique. Donc, la première question que je poserai à Adam Abdou, c'est de savoir pourquoi ce livre. Et ensuite, en poussant un peu plus, en essayant de le pousser dans ses retranchements, je lui avais promis que nous serons des panélistes intransigeants et qui nous pousseront dans ces derniers retranchements. Parce que le livre nous a beaucoup intéressés. Et donc, la première question, elle est d'ordre historique, mais sous le prisme du droit. C'est-à-dire, quelle est la relation, quel est le contexte colonial dans lequel les relations Europe-Afrique se nouent à partir du Congrès de Berlin. Qu'est-ce que ça inspire dans sa réflexion? Comment peut-on définir la relation, le concept d'Euro-Afrique dont il parle? D'où vient-il et comment se met-il en œuvre? Voilà les questions que j'ai envie de lui poser. Ça fait beaucoup, j'en conviens, mais sans plus tarder, je lui laisse la parole parce que c'est lui l'invité. Merci beaucoup, cher Félix, et merci aussi Christelle. Donc, Christelle a quasiment tout bien résumé, donc on devrait s'en arrêter là même. Bref, donc merci encore. Et avant de commencer, je tiens à préciser que je m'exprime à titre personnel et aussi que la rédaction et la mise sous presse de cet ouvrage est bien intérieure à une prise de fonction officielle dans une administration d'un gouvernement. Donc, je tiens à préciser que je parle en tant que chercheur et non pas en tant qu'officiel d'un gouvernement. Bref, pourquoi donc j'ai choisi d'écrire ce livre? Donc, ce que je peux vous dire à ce niveau, c'est que cet ouvrage est le fruit de réflexions menées vers les années 2012-2013, lorsque j'avais entamé justement mes travaux de thèse sur la thématique des droits de l'homme dans les relations entre l'Union européenne et les États de l'Afrique subsaharienne. J'avais voulu appréhender le pourquoi et le comment de ces relations. C'est ce qui m'a poussé à fouiller, d'un point de vue strictement juridique, les origines, les sources de ces relations-là, notamment sous une dimension critique. Une dimension critique, c'est important. Pourquoi? Parce que l'approche critique du droit prend en compte aussi bien le matérialisme historique, la dynamique évolutive du droit, notamment par l'adoption d'une approche pédagogique active, mais aussi le réalisme juridique, les réalités sociales et, point important, lorsqu'on adopte une
démarche critique du droit, on essaie d'analyser aussi les rapports de force sans pour autant rejeter ce qu'on appelle le positivisme juridique. Donc, c'est-à-dire le fait que le droit est posé par certains types d'instruments, etc., etc. L'approche critique donc, des relations entre l'Union européenne et les États africains ne se limite pas à une simple critique de celle-ci comme on pourrait l'entendre dans le langage courant. Pourquoi? On l'a déjà dit, parce que cette approche critique, au-delà de ce que je viens de dire il y a quelques instants, met en avant une approche pluridisciplinaire, une dimension argumentative du droit international, notamment par la déconstruction, c'est assez important, mais aussi la démystification, le structuralisme et, point important, l'antilibéralisme, tout en accordant une place importante au langage historique. Cette démarche théorique permet d'exclure l'idée de neutralité du droit international et, comme l'a rappelé Madame Lemoyne, et comme le disent certains juristes, il n'existe ni droit neutre ni façon neutre d'appliquer le droit. Ainsi, en adoptant une telle vision, on exclut un système axiomatique qui serait univoque, complet et cohérent. Bref, pour faire bref, en fait, après avoir rédigé ce texte qui s'intitulait à l'époque « À l'origine de l'ambivalence des relations entre l'Union européenne et les États de l'Afrique subsaharienne », je l'avais oublié, je l'avais complètement oublié, c'était perdu quelque part sur mon disque dur, et c'est durant la période de la Covid que j'ai redécouvert le texte sur mon ordinateur et que je l'ai soumis au CETIM et qu'on a décidé de retravailler sur certains aspects justement de l'ouvrage pour le rendre plus accessible et moins abrupt de prime abord. L'ouvrage se penche principalement sur les contours complexes indécis des relations juridiques entre l'Union européenne et les États africains qui vont au-delà du simple juridisme, notamment par le poids de la politique, de l'histoire, de la force et des questions de puissance. Donc, une bonne appréhension pour avoir une bonne appréhension des traités qui ont été signés entre États européens dans un premier temps, puis entre États européens et États africains, il faut intégrer aussi bien des facteurs psychologiques, sociologiques, que des systèmes de règles et de valeurs, etc., etc. Et ce qu'on peut noter, c'est que du traité de Berlin de 1885 au traité de Rome de 1957, en passant par les traités sur l'Union européenne ou encore l'Organisation des États d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique, OEACP depuis l'année dernière. Avant, c'était l'ancien groupe des États ACP. Ce qu'on note en fait lorsqu'on analyse tous ces rapports juridiques-là, c'est que ces relations aussi entre le dépassement du passé et la réactivation des doctrines antérieures. L'Afrique constitue la première sphère géographique ayant fait l'objet d'une politique extérieure engagée orientée de l'Union européenne et continue d'être le laboratoire de l'expérimentation et de l'exportation de certaines normes européennes, notamment dans la sphère internationale. Donc, du fait que c'est un terrain de jeu privilégié justement des anciennes communautés, puis de l'Union européenne, l'Afrique va se voir en quelque sorte projeter les ambitions, les valeurs et souvent l'identité européenne par le moyen du droit, notamment dans les traités qui sont signés puis ratifiés. On peut noter en quelque sorte ce que je pourrais qualifier d'une tentation historique, c'est-à-dire on serait dans une forme d'imposition d'une vision eurocentrée du monde qui demeure en fait toujours en quelque sorte présente dans certains accords entre les deux continents. Donc, la présente contribution critique, donc cet ouvrage, met en exergue le corps de doctrine dans les relations entre le continent européen et le continent africain, notamment à travers deux organisations internationales qui sont l'Union européenne et l'OEACP, l'Organisation des États ACP. Donc, elle permet de mettre en avant cette présente contribution, le corps de doctrine qui est souvent un angle mort de l'analyse juridique, le corps de doctrine qui gouverne les rapports entre les États de ces deux continents. Les lignes directrices des relations entre l'Europe et l'Afrique donc découlent à la fois des événements du passé, de la situation vécue dans le présent, mais aussi d'une certaine vision de l'avenir. Et c'est assez important. Il faut relever que dans le cadre de ces relations entre l'Union européenne et les États africains, principalement les États africains au sud du Sahara,
l'Union procède à ce qu'on appelle la conditionnalité de son aide publique au développement par un instrument mythique qui est quasiment connu par tous les acteurs du développement, qui est le Fonds européen au développement. D'ailleurs, c'est assez intéressant de mener une analyse assez poussée sur le Fonds européen au développement, parce que le premier fait date de l'époque coloniale, c'est-à-dire 1959. Bref, c'est une parenthèse que je ferme. Donc, l'idée de la conditionnalité, c'est quoi? La conditionnalité, l'optique, en fait, c'est de pousser les États à être bons, entre guillemets. C'est une expression que j'utilise d'un auteur anglais, donc M. Burton, qui parle de forced to be good par le processus de la conditionnalité. Pourquoi? En procédant notamment au mariage entre les échanges commerciaux et l'aide publique au développement. Et cet élément va devenir en quelque sorte une pratique normative des relations extérieures de l'Union européenne. Pourquoi? Afin notamment de renforcer la dimension axiologique que l'Union souhaite donner à son projet politique. La conditionnalité politique qu'on retrouve dans ces relations, qui a été à un moment économique aussi, peut être une précondition pour entrer dans la relation conventionnelle avec l'Union européenne. Donc une précondition, c'est-à-dire a priori ou ex ante, et en ce sens, donc, elle est imposée. Elle peut apparaître aussi à un moment dans la coopération au développement, après l'établissement de la relation conventionnelle, avec une progression du bénéficiaire vers certains objectifs qui ont été déterminés, c'est-à-dire que cette conditionnalité va s'inscrire ex post ou a posteriori, etc. Elle peut être positive par l'incitation au respect des droits de l'homme, par exemple, ou négative par des sanctions, suspension de l'aide publique au développement pour non-respect des droits de l'homme, etc., etc. Et donc, dans cette dimension conditionnalité, l'Union européenne ne se prive pas d'imposer, entre guillemets, sa vision à certains États qui veulent notamment s'associer à elle. Et en ce sens, la ligne qui sépare une politique engagée dans la défense de certaines valeurs et une politique imposante ou imposée, on va dire, est très très mince. Le professeur Joël Rideau, par exemple, parle de projection des droits de l'homme dans les relations extérieures de l'Union européenne comme une forme d'agression par l'Union en essayant d'exporter notamment à l'extérieur ces valeurs par l'utilisation de moyens de pression, etc., etc. Et ce qui est intéressant, lorsqu'on analyse l'évolution justement de l'Union européenne, certains auteurs anglo-saxons, notamment, c'est rare de les retrouver sur les plumes, sous les plumes françaises, certains auteurs anglo-saxons, comme le professeur Martin Brogen, parlent par exemple d'un passage d'un pouvoir colonial, en quelque sorte, à la promotion des droits de l'homme. Donc, il nous dit, avec par exemple, le nouveau traité de Lisbonne et notamment l'article 21 du traité de Lisbonne relative à la projection des valeurs extérieures, les valeurs de l'Union européenne dans ses relations extérieures, il nous parle de From Colonial Power to Human Rights Promoter. Et c'est assez intéressant. Pourquoi? Parce qu'il parle en quelque sorte d'ambition messianique de l'Union avec une cristallisation autour de la normativité et de l'instrumentalisation de certains concepts dans les relations de l'Union avec des États assez spécifiques comme les États ACP et particulièrement les États africains dans ce cadre. Alors, ce qu'on peut noter, c'est que l'Union européenne, de plus en plus, notamment à partir du traité de Lisbonne, mais on pourrait remonter bien avant, lorsqu'il y a de la recherche, il y a une recherche assez poussée justement sur la projection des valeurs de l'Union européenne dans les relations extérieures. Mais ce qu'on peut noter, c'est que on pourrait dire que l'Union s'inscrit en quelque sorte dans une perspective héroïque du droit, avec les droits de l'homme comme élément de légitimation, entre guillemets, de l'acte d'héroïsme. Et dans ce cadre, vous avez un laboratoire expérimental qui est mis en place. Et dans ce laboratoire expérimental, c'est principalement dans les relations ACP qu'on va essayer justement
de tester la conditionnalité politique, la clause CPI, la clause relative aux armes de destruction massive, etc., etc. C'est des éléments que vous retrouvez dans l'accord de Cotonou. Bref, ce qu'on peut noter, en fait, de façon générale dans les relations, c'est que combine aussi bien les relations internationales que le droit international public. Et dans ce cadre, on peut noter que vous avez une réelle influence en fait qui s'opère au niveau de la projection des valeurs de l'Union européenne dans ses relations extérieures, une véritable influence qui s'opère dans le cadre justement de ces relations avec des États tiers comme les États africains. Pour faire simple et pour ne pas aller encore plus loin, dans le cadre de cet ouvrage, en fait, la problématique principale qu'on se pose et que je me suis posée, c'est la question des fondements des relations entre les États européens et les États africains, et notamment dans le cadre de cette question, notamment se demander s'il existe une continuité des justifications juridiques des différents instruments adoptés de la fin du 19e siècle jusqu'au début du 20e siècle. Ainsi, dans une première partie, dans l'ouvrage, je reviens sur la notion d'Eurafrique jusqu'à l'établissement des traités de Rome, puis des différents accords d'association, etc. Yaoundé 1, 2, Lomé 1, 2, 3, 4, Lomé 4 bis, puis l'accord de Cotonou et subsidiairement le futur accord d'Apia qui devrait être signé à Apia ou Samawa en 2021. Bref, donc par rapport à votre première question, vous m'avez posé vous m'avez demandé de revenir justement sur l'importance de la notion d'Eurafrique, comment la définir, d'où vient-elle et comment se met-elle en œuvre. Donc, ce qu'on peut dire à ce niveau, c'est que la question de l'unité européenne a des liens en fait assez étroits avec la coopération entre l'Europe et l'Afrique. L'idée d'Eurafrique remonte au 19e siècle, avec notamment la théorie de l'unité universelle de Charles Fourier. Charles Fourier qui parlait d'une mise en valeur du Sahara, par les Européens. On retrouve cette idée dans le discours de Victor Hugo, justement, du 21 août 1849 au Congrès de la paix, ou encore dans ses discours du 18 mai et du 3 août 1879 sur l'Afrique. Ce qu'on peut dire sur la notion d'Eurafrique, c'est qu'elle participe de l'invention de l'Afrique, pour reprendre l'expression du professeur Valentin Yves Mudimbe, le Congolais. Valentin Yves Mudimbe, dont l'ouvrage qui avait été publié en 1988 vient tout juste d'être traduit en français par les éditions Présence africaine. C'est très intéressant. Son ouvrage, c'est L'invention de l'Afrique, gnose, philosophie et ordre de la connaissance, que je vous invite à lire également, qui est assez bien pour maîtriser justement ce qu'il appelle la bibliothèque coloniale, etc., mais aussi l'invention de l'Afrique, tant l'invention d'un point de vue strictement philosophique, mais qui peut nous intéresser dans notre travail de juriste pour comprendre justement dans une optique interdisciplinaire comment il pourrait y avoir également ce qu'on peut qualifier d'invention juridique. Donc, l'Eurafrique participe à l'invention de l'Afrique, c'est-à-dire que par l'Eurafrique, vous avez une étude sur les fondements du discours sur l'Afrique en permettant d'appréhender notamment la tension dialectique qui peut exister entre le soi occidental et l'autre. Et en ce sens, c'est assez intéressant justement de revenir sur cette idée d'Eurafrique. Pour aller plus loin sur l'Eurafrique, je vous conseille aussi une autre thèse qui est celle du professeur Yves Montarzolo, qui avait été publiée en 2010, L'Eurafrique contrepoint de l'idée d'Europe. C'est assez intéressant parce qu'il nous montre qu'il y a une fusion quasi identitaire en fait entre la mise en place de l'idée d'Europe avec les institutions contemporaines qu'on a et aussi la place que l'Afrique a jouée justement dans la mise en œuvre de cette idée. La notion d'Eurafrique va se développer principalement à la fin de la Première Guerre mondiale, à partir de 1920, et dans un premier temps, elle ne concernait que
l'Afrique au sud du Sahara. Tout comme la doctrine Monroe, qui devait préserver les intérêts états-uniens sur le continent sud-américain dans une perspective panaméricaine, l'Eurafrique avait le même objectif pour l'Europe en Afrique. Ainsi, la notion d'Eurafrique renvoie, et je cite ici Guy Migani, qui nous a donné une excellente définition de l'Eurafrique, que je reprends. L'Eurafrique, c'est l'idée d'un bloc d'Afrique subsaharienne dans un premier temps, qui pourrait dans certains cas, donc idée d'un bloc d'Afrique qui pourrait dans certains cas être lié politiquement ou économiquement par tout ou partie des puissances européennes. Et cette idée d'Eurafrique sera reprise en 1923 par le comte Richard Nikolaus de Koudanov-Kalergi dans Pan-Europa. Donc pour les européanistes, le comte Richard de Koudanov-Kalergi, à l'origine du mouvement européen, est très bien connu dans ces milieux-là. Dans son ouvrage Pan-Europa, notamment dans le dernier chapitre, dévolu sur ses propositions sur les étapes du développement de la Pan-Europe, il a écrit une petite section qui est consacrée à ce qu'il qualifie, entre guillemets, la colonie d'Afrique. Il formule donc dans Pan-Europa et dans cette section relative aux étapes du développement de la Pan-Europe, qui est consacrée à la colonie africaine, il formule l'idée d'une fédération européenne, donc c'est important, l'idée d'une fédération européenne, incluant les colonies africaines, mais excluant la Grande-Bretagne à l'époque. Bref, ça c'est pour des raisons historiques, je ne vais pas y revenir. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il nous dit que la fédération servirait, je le cite là encore une fois, les intérêts de l'Europe en l'approvisionnant en matières premières et en apaisant les tensions liées aux questions coloniales. Donc, pour lui, si nous comparons la situation géographique de la Pan-Europe à celle des États-Unis, la Russie serait notre Canada et l'Afrique, par contre, notre Amérique du Sud. Donc, ça permet de comprendre ce que j'avais dit il y a quelques instants sur l'Eurafrique, qui est un pendant de la doctrine Monroe, en fait, sur le continent africain. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il ne faut pas croire que ce sont que des Européens qui ont élaboré ce concept-là, etc. Mais vous avez eu certains députés et ministres africains qui partageaient cette vision de l'Eurafrique. Il s'agissait notamment de Léopold Sédar Senghor et de Félix Houphouët-Boigny. Donc c'est assez intéressant, on pourra y revenir dans les questions ou autres. D'ailleurs, M. Boigny avait été allé négocier lorsqu'il y avait le rapport SPAC par rapport au traité d'Europe, c'était lui qui avait présenté en fait la vision subsaharienne, disant que les Africains sont pour cette notion d'Eurafrique, et en dehors de la France, il avait essayé de, comment dirais-je, mettre d'accord les 5 autres États européens dans le cadre justement de l'établissement du traité de Rome. Bref, ce qu'on peut noter avec la notion d'Eurafrique, c'est qu'elle reprend aussi, c'est très intéressant, la vision hegelienne du continent. Pourquoi? Parce qu'elle ne concernait dans un premier temps que les États au sud du Sahara. L'Algérie étant le cas particulier, l'Association des Amis du Sahara et de l'Afrique, par exemple, qui avait été mise en place dans ces années-là, considérait que l'Algérie n'est pas un État arabe. Bref, un pays arabe plutôt. Je ne reviens pas sur ce point. La Tunisie et le Maroc, par exemple, rejoindraient à l'époque, donc dans les années 50, on disait que rejoindraient le plan Eurafrique plus tard. Mais dans un premier temps, c'était focalisé principalement sur l'Afrique au sud du Sahara. Et c'est très intéressant, le cas égyptien. Pourquoi? Parce que l'Égypte est vue à l'époque par ce qu'on qualifie fondateur de l'Europe comme une menace. Pourquoi l'Égypte était vue comme une menace? Parce que pour ces derniers, donc pour les Européens, s'ils n'augmentent pas leur aide financière au développement de l'Afrique, la vague de nationalisme éveillée par l'Égypte du président Nasser pourrait s'étendre à des régions moins développées et avoir pour conséquence de couper l'Europe de l'Ouest des ressources en Afrique. C'est assez intéressant donc de se pencher
sur les documents diplomatiques de l'époque et voir comment justement était appréhendée la notion d'Eurafrique et comment étaient vus certains pays africains comparativement à d'autres, alors qu'on essaie justement de les scinder en Afrique au sud du Sahara et ensuite Afrique du Nord, alors que dans la réalité c'est un peu plus complexe. Bref. On retrouve cette idée d'Eurafrique dans la déclaration Schuman du 9 mai 1950. Déclaration Schuman qui est considérée comme l'acte fondateur de l'Union européenne. Cette déclaration Schuman faisait référence à l'Afrique en précisant, c'est le point 8, je cite, « L'Europe pourra, avec des moyens accrus, poursuivre la réalisation de l'une de ses tâches essentielles, le développement du continent africain. » Et c'est assez intéressant justement de regarder comment c'était négocié la question de l'introduction de cet alinéa-là dans la déclaration Schuman et ensuite les conséquences que ça a eu par rapport à l'adoption du traité de Rome et ensuite l'association, etc., etc. Bref. Principalement ici, lorsqu'on analyse par exemple les dispositions visant à éviter l'européenne sur le terrain africain et les territoires africains. Et lorsqu'on regarde par la suite justement la reprise de la notion d'Eurafrique à partir justement de la déclaration de Schuman, l'objectif était d'instaurer un équilibre diplomatique européen, c'est-à-dire que le besoin de paix et de stabilité des États en Europe est en quelque sorte un moyen, une variable d'ajustement qu'il faudrait mettre en place pour éviter justement des conflits au niveau de l'Afrique et l'Afrique devient en quelque sorte cette variable d'ajustement. Donc voilà dans un premier temps ce que je peux vous dire sur le pourquoi de cet ouvrage et ensuite sur la notion d'Eurafrique, d'où elle provient. J'ai été assez rapide sur la question de la conférence de Berlin de novembre 1884 à février 1885 qui a donné lieu justement au traité de Berlin. Il est assez intéressant aussi. Pourquoi? Parce que lorsque vous prenez ces dispositions, c'était principalement dans un premier temps régir la liberté de navigation justement sur le fleuve Niger et le fleuve Congo et accessoirement on établit justement des règles visant à régir l'occupation de certains territoires est très intéressant. Dans les articles 6 et 9, je crois, de ce traité, vous retrouvez en quelque sorte ce qui ressemble à la promotion des droits humains, apporter une forme de mission civilisatrice, etc., du fait qu'il y aura l'esclavage, la barbarie, etc., etc. Mais c'est assez intéressant de voir que justement ces concepts-là ont été repris dans le cadre de l'élaboration de la notion d'Eurafrique et qu'ils ont été à un moment déterminant des négociations dans la construction européenne, des points d'achoppement qui ont failli faire éclater justement les processus de négociation visant à mettre en place le traité de Rome. J'espère qu'on pourra y revenir après. Donc voilà. Merci Adam. Ben justement, par rapport à cette période de négociation pour le traité de Rome, vous montrez bien comment, dans votre ouvrage, on passe de la théorie de la doctrine Eurafrique à sa mise en place juridique. Avec l'établissement d'un marché commun en Europe se pose la question de l'association des territoires colonisés, notamment sous la pression exercée par la France. La France qui a une position tout à fait particulière dans ces négociations, puisque elle cherche à préserver sa domination coloniale qui lui permet d'entretenir son rôle de puissance. Sans son empire colonial, elle ne pourrait pas jouer à égalité face à l'Allemagne dans la construction européenne.
Et donc, est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus sur ces tensions entre les pays européens à l'initiative de la construction européenne et sur le rôle tout particulier que joue la France coloniale à cette époque? Et puis après, mais je vais peut-être passer la main à Félix. Côté africain, on est aussi dans un débat très vif dans cette période des années 50 où on a les partisans de la perpétuation de l'ordre colonial, mais également face à eux, les révolutionnaires panafricanistes qui sont pour une indépendance totale et sans condition et le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes. Voilà, donc Félix, est-ce que tu veux compléter la question? Il faudra activer ton micro par contre. Pardon. Je ne sais pas si ça fera un peu trop de questions pour lui, mais c'est dans la même lancée, sur la même lancée que ce que Christelle vient de dire. C'est surtout le face-à-face qui a pu avoir entre les panafricanistes qui étaient du côté de la rupture par rapport à l'ordre colonial et néocolonial qui était en train d'être mis en place, et ce qu'on pouvait considérer comme étant ceux qui s'inscrivaient dans la continuité, notamment Houphouët-Boigny, Léopold Sédar Senghor, tant bien même qu'on peut considérer que entre Senghor et Houphouët-Boigny, il y avait quand même une petite nuance, et peut-être il faudra nous montrer en quoi cette nuance est-elle importante ou pas, mais surtout le face-à-face qu'il y a entre ces deux blocs-là. Ce qui est intéressant, merci beaucoup pour ces questions-là, lorsqu'on se penche justement sur les négociations relatives au traité de Rome, il y avait eu une conférence à Venise en mai 1956 avec l'objectif principal d'examiner le rapport SPAC. Le rapport SPAC qui devait être le rapport visant à établir le consensus entre les six par rapport à l'adoption justement du futur traité de Rome. Et lorsque ce rapport SPAC avait été présenté, notamment le 21 avril 1956, la délégation française pose l'intégration des territoires d'outre-mer comme préalable à la conclusion du marché commun. Le ministre des Affaires étrangères français de l'époque, M. Christian Pineau, expliquait que la France, tout en acceptant le rapport SPAC comme base des discussions, ne peut participer à un marché commun dont les territoires d'outre-mer sont exclus. Ainsi, pour ce dernier, donc Pineau, ministre des Affaires étrangères, mais aussi Guy Mollet, président du Conseil, et Gaston Defferre, qui était ministre de l'Outre-mer, pour eux, une telle association, donc des territoires d'outre-mer, aura le mérite, je les cite, de réaliser l'Eurafrique et de créer entre l'Afrique et l'Europe des liens non plus de domination, mais de solidarité. Pour eux, avec l'association de l'Afrique justement au continent européen, cela donnera à ce continent la possibilité, je les cite encore une fois, de peser plus efficacement sur le destin du monde. C'est assez intéressant de se pencher sur la position française. Pourquoi? Parce qu'il y a un dilemme qui se pose lorsque les cinq demandent à la France de s'associer à eux pour mettre en place un marché commun. Un dilemme va se poser côté français. Pourquoi? Parce que l'établissement de ce marché commun demeure problématique au regard du marché commun qui existait déjà entre la France et ses pays et territoires d'outre-mer. Et dès lors, le projet de marché commun européen peut remettre en cause les intérêts économiques vitaux de la République française. Lorsqu'on regarde à l'époque, donc dans les années 50, l'économie française, le franc français, par exemple, était étroitement lié au franc des colonies françaises d'Afrique, le franc CFA. En 1953, par exemple, l'Afrique occidentale française importe de la France 78,1% de ses produits et y exporte vers la métropole 80,5%. Donc, il existait, pour ainsi dire, avant même le marché commun européen, un marché commun entre la France et ses pays d'outre-mer. Et donc, lorsque, au regard de cette importance justement économique et monétaire de l'Union française, bon, je ne reviens pas sur l'histoire française, vous connaissez normalement l'Union française puis la communauté française, l'Union française qui avait été mise en place à partir de la Constitution du 27 octobre 1946,
constitution de la 4e République. Et lorsqu'on a mis en place la constitution du 4 octobre 1958, on avait la communauté qui avait été mise en place. L'intitulé officiel de la Constitution française, c'était Constitution de la République française et de la communauté, avec les articles 117 et suivants qui concernaient les différents États autonomes. On a eu une forme de fédération, en fait, qui avait existé à partir de 58, avec des États autonomes dont justement la Guinée avait dit non et ne voulait pas de ces questions-là. Bref, petite parenthèse. Pour le Quai d'Orsay, en regardant notamment les archives diplomatiques de l'époque, le Quai d'Orsay précise que le marché commun pose, je les cite, le problème de la sauvegarde de l'Union française compte tenu de l'européanisation de la zone franc. C'est le Quai d'Orsay qui parle, notamment lorsque vous regardez les archives diplomatiques du 1er janvier au 30 juin 1956 qui ont été publiées en 1988, je crois, de mémoire. Donc, le Quai d'Orsay va se demander si la péréquation des charges, qu'elles soient civiles ou militaires en Outre-mer, n'implique pas que la France, également, passe la main à l'Europe en ce qui concerne l'exercice de sa gestion ou de son influence dans les territoires d'Outre-mer. Donc, pour le Quai d'Orsay, le rapport SPAC visant justement à un consensus pour permettre la signature du traité de Rome pose la question de la cohésion entre l'Union douanière européenne et l'Union française. Mais aussi, le Quai d'Orsay s'était posé des questions relatives à, comme les colonies coûtent cher, donc ça c'est un pan assez important de l'histoire que vous connaissez, j'y reviens pas, comme les colonies coûtent cher, est-ce qu'on va pas essayer, entre guillemets, de déléguer justement cette gestion de ces colonies à l'Europe? Dans un premier temps, l'idée française est bien accueillie par les Belges ou encore les Luxembourgeois, j'y reviens pas, mais les Néerlandais sont contre l'association des pays et territoires d'outre-mer. Pourquoi? Parce qu'ils considèrent que cette association est incompatible avec le GATT et que cela pose un problème d'équilibre des relations entre les métropoles et les pays d'outre-mer. Les Allemands sont plus virulents et c'est assez intéressant. Pourquoi? Parce que les Allemands vont s'opposer à l'idée d'association des pays et territoires d'outre-mer au marché commun. Pour le ministre allemand de l'époque, qui était Ludwig Erhard, si je prononce bien, l'intégration des pays et territoires d'outre-mer au marché commun n'est pas du tout nécessaire, même si pour eux, cette intégration peut intéresser les exportations allemandes. Pour eux, les défaites des ambitions coloniales françaises, donc là je cite le ministre de l'économie de l'époque, allemand, de cette période, font que pour eux, c'est une forme de délégation en fait de la gestion coloniale, de la gestion de ces colonies que la France voudrait faire justement à l'Union européenne. Et ce qu'il faut noter, c'est que... Excusez-moi, Adam, pendant qu'on y est, moi, j'ai comme l'impression qu'il y a une sorte de répétition de l'histoire. Vous êtes quelqu'un qui vous intéressez beaucoup aux questions de paix et de sécurité aujourd'hui en Afrique. Est-ce qu'on peut faire un parallèle entre ce qui se passe dans le Sahel avec cette volonté d'européaniser la présence militaire française Barkhane? Est-ce qu'il n'y a pas ce parallèle-là? Est-ce que ce n'est pas une reproduction de l'histoire? Enfin, une répétition, en espérant que ce ne soit pas une farce ou une tragédie. Ouais. C'est très intéressant parce que vous avez, lorsque vous regardez dans le Sahel, effectivement, l'Union européenne a des missions civiles. Donc, il y a EUCAP Sahel Niger, EUTM Mali, etc., qui ont été mises en place. Il y a aussi un petit peu, lorsque vous regardez au niveau de la Libye, EUBAM Libya, pour stabiliser les frontières de la Libye. Et il y a une opération navale de l'Union européenne, justement, dans la Méditerranée, autour de la Libye. Donc, c'était EUNAVFOR Méditerranée qui a changé de nom aujourd'hui, je ne me rappelle plus du nom actuel. Et effectivement, lorsqu'on regarde, en fait, ces missions civiles qui sont censées aider les forces de sécurité des États, notamment nigériens et maliens, pour monter en capacité,
vous avez l'Allemagne qui veut, bon, la France a essayé de faire participer les autres à son effort de guerre dans le cadre de l'opération Barkhane qui succède à Épervier, etc., en essayant d'européaniser en quelque sorte la formation. Effectivement, à ce niveau-là, je ne sais pas si on pourrait dire qu'il y a un véritable parallèle, mais c'est intéressant de voir que lorsqu'on regarde l'histoire, on pourrait dire que il y a des ressemblances qui sont mises en place. Lorsque vous regardez, notamment en 2008, lorsqu'avait été mise en place 2006 ou 2008, je me rappelle plus exactement, la force militaire de l'Union européenne au Tchad et en RCA, le fort RCA Tchad. C'est assez intéressant puisque à l'époque, Déby avait fait face aux militaires et il y avait une force militaire de l'Union européenne qui a permis en quelque sorte, entre guillemets, Déby est mort, paix à son âme, mais on n'en parle pas assez souvent de la place qu'a eu l'Union européenne aussi dans la consolidation de ce président-là. Et c'est assez intéressant de voir à l'époque comment EUFOR RCA Tchad a été mis en place. Vous avez eu justement la République française qui avait joué un poids assez important dans la mise en place justement de cette mission. Mais ce qu'il faut dire par rapport à ECAP Sahel Niger ou bien à EUTM Mali, ECAP Sahel Mali, etc., c'est que cette fois-ci, ces missions avaient été demandées par les gouvernements de ces États-là. Lorsqu'on prend le Niger en 2012 ou le Mali à partir de 2013, ce sont les gouvernements de ces États-là qui ont demandé justement la mise en place de ces missions. Mais par la suite, dans le cadre... Excusez-moi, Adam, mais est-ce que c'est pas un peu comme Houphouët-Boigny avait demandé ça dans les années 50? C'est-à-dire? Ah, je veux dire qu'en fait, ils se sont fait les porte-voix d'une certaine volonté de puissance, d'une volonté politique française. Bon, Est-ce que ça, cette lecture il n'est pas faudrait... possible? Ouais. C'est intéressant votre question, mais en même temps, c'est un piège. Il faudrait, Je sais nous, pas. de notre position de chercheur, en fait, il faudrait que on lise les mémoires en fait des dirigeants de l'époque qui vont préciser in extenso que justement c'est parce que nos amis français nous l'ont demandé qu'on l'a fait, mais ces États, à partir de la chute justement du régime libyen, ont fait face justement à, à des nationaux qui sont revenus justement de la Libye. Comme vous le savez, à l'époque, dans l'armée verte de Kadhafi, il y avait beaucoup de nationaux de la sous-région. Donc, ils sont rentrés avec cet armement qui a posé des problèmes sécuritaires dans ces États-là et qui ont voulu justement avoir de l'assistance extérieure pour faire face à ces problèmes-là. Ensuite, demain, si on voit dans les mélanges, pas dans les mélanges, dans les mémoires, par exemple, du président nigérien de l'époque ou bien du président malien de l'époque, que c'était à la demande française, oui, là, on pourrait dire que oui. Mais je pourrais pas faire comme certains auteurs l'avaient fait en France, notamment pour parler de dans la tête de Poutine, etc. On ne sait pas ce qui s'est passé réellement, donc on ne peut pas être dans la tête de ces dirigeants-là pour savoir si c'était véritablement des volontés nationales de faire face à des questions sécuritaires ou bien si c'était des éléments dictés de l'extérieur. Non, je le dis aussi parce que si on prend la fameuse lettre de John Kounda Traoré, qui était le président de la transition malienne en 2012-2013, il est maintenant établi que cette lettre a été recorrigée par les services de l'Élysée et du Quai d'Orsay. Jusqu'à quel point elle représentait la volonté, la pensée, la politique malienne. Voilà, c'est une question qu'on peut se poser. Voilà, mais je vous laisse continuer. En fait, ce qui est intéressant avec cette lettre, avant que ça ne soit rendu public, en fait, dans certains milieux académiques, en fait, on le savait déjà. Lorsque vous êtes en contact avec certains officiels, vous savez exactement, en fait, ce qui se passe et comment ça s'est déroulé. Après, de notre position, il faut attendre justement que ces officiels-là le disent clairement pour pouvoir en discuter et parler de ces sources-là. Les sources obtenues en off, on ne pourra pas les utiliser officiellement. Effectivement, dans le cas malien,
Vous avez eu cette lettre-là qui a fait grand bruit. Dans les médias actuellement, on dit que c'est parce que le Mali a demandé, etc. Mais dans les faits, effectivement, c'est un peu plus complexe dans ce cas précis. Ensuite, lorsqu'on en revient au cas européen, donc pour le moment, officiellement, ce sont les Maliens, les Nigériens qui ont demandé justement à l'Union européenne une aide pour qu'ils puissent justement faire monter en capacité justement leur armée au niveau de la formation, etc. On n'a aucune information sur le fait que c'est par exemple la délégation de l'Union européenne qui a écrit le draft qu'il a envoyé, ou bien c'est le Quai d'Orsay qui a écrit un modèle de lettre pour l'envoyer. Non, on n'a aucune information, pas le Quai d'Orsay, mais plutôt la Commission européenne sous emprise du Quai d'Orsay, etc. On ne peut pas du tout l'affirmer. Pour l'instant, on reste ferme et catégorique. Ce sont ces États-là, pardon, qui ont demandé une assistance extérieure. Et effectivement, lorsque vous regardez, il y a une forme d'européanisation, en fait, de la lutte contre le terrorisme au Sahel, enclenchée par la France. Pourquoi? Parce que, effectivement, à un moment donné, la France avait demandé à ses partenaires européens de pouvoir participer à l'effort de guerre au Sahel. Pourquoi? Parce que c'est le pourtour quasiment de l'Europe. Si jamais on a des États faillis dans ces environs-là, vous aurez justement des problèmes, des flux migratoires assez importants qui vont se poser. Bon, c'est comme ça que c'est présenté, ce qui explique BAM Libya, la mission de stabilisation des frontières libyennes, ou encore la force navale de l'Union européenne qui a été obtenue grâce à une résolution du Conseil de sécurité, etc., etc. Donc, lorsqu'on regarde, en fait, à l'époque, vous avez une opposition entre la diplomatie allemande, la diplomatie française. Pourquoi? Parce que, comme vous le savez, la diplomatie allemande avait, dans les années 50, n'avait plus de colonies. Elle avait perdu ses colonies à la fin de la Première Guerre mondiale parce que ces colonies avaient été repartagées justement par les puissances qui avaient gagné la guerre, lorsque Cameroun, Togo, Sud-Ouest africain, Rwanda, Burundi, etc. C'est assez intéressant. Après, il y a eu des mandats qui ont été exercés par les autres puissances, etc. Donc, à l'époque, la diplomatie allemande, justement, voulait se prémunir donc d'une association, d'une reproche d'association au colonialisme français et d'un retour de l'expansionnisme allemand. Et c'est assez intéressant, c'est les Allemands, lors de ces négociations-là, qui vont parler de néocolonialisme. Et c'est assez intéressant de voir que c'était pas du tout des Africains, mais c'était entre Européens que cette question s'était posée. Bref, ce qu'on peut noter, c'est aussi que les cinq voulaient éviter un incident diplomatique et un échec de la mise en place du marché commun. Pourquoi? Parce que, vous l'oubliez, lorsque vous regardez la construction européenne, en 1954, il y avait eu un échec de la communauté européenne de défense qui avait été un projet français rejeté par l'Assemblée nationale française. Et à l'époque, vous avez le négociateur français Robert Marjolin, qui avait précisé aux 5 autres partenaires que si vous voulez que ce projet soit adopté, ce projet de marché commun soit adopté par l'Assemblée nationale française et éviter l'échec de la CED, il faudra intégrer justement l'association des territoires d'outre-mer. Et donc, les 5 autres partenaires lors de ces négociations vont se retrouver face au pied du mur et vont essayer de prendre en compte justement cette volonté française d'associer les territoires d'outre-mer. C'est ainsi que vous avez un alinéa 7 qui est intégré dans le traité établissant la communauté économique européenne, donc la CEE, le premier traité de Rome. Comme vous le savez, le traité de Rome, c'est 2 traités, le traité CEE, Communauté économique européenne, et le traité CEA, Communauté européenne à l'énergie atomique, etc. Donc, vous avez ce préambule dans le traité CEE, mais vous avez aussi des articles qui sont insérés dans la 4e partie du traité de Rome.
relatif à la communauté économique européenne. Donc, la quatrième partie du traité s'intitulait l'Association des pays et territoires d'outre-mer, avec 6 articles, les articles 131 à 136, etc., etc. Et ce qu'on peut noter à ce niveau-là, c'est que avec l'instauration et la mise en place justement de ces dispositifs-là, vous avez en quelque sorte ce qu'on a appelé une institutionnalisation de l'Eurafrique. Donc l'Eurafrique qu'on a vu et qu'on a défini il y a quelque temps. Lorsqu'on lit certains auteurs européens, dont notamment Dieter Frisch, qui était directeur général du développement à la Commission européenne, il nous dit, je le cite, à l'époque, lors des négociations du traité de Rome, rien ne laissait présager qu'on allait mettre en place cette association ambiguë et qui allait poser justement la première pierre d'un édifice qui finira jamais de grandir. En fait, lui, il présente en fait l'association des pays et territoires d'outre-mer comme étant un accident de l'histoire, mais lorsqu'on fouille et qu'on regarde les archives diplomatiques, c'est pas du tout un accident de l'histoire, c'était bien précis avec le fait que vous avez une délégation parmi les 6 qui a posé l'association des pays et territoires d'outre-mer comme condition sine qua non de sa propre association justement au marché commun. Donc, lorsqu'on regarde par la suite comment les acteurs africains se sont positionnés dans le projet eurafricain, vous avez une opposition qu'on pourrait présenter entre anglophones, même si c'est réducteur, et francophones. Pourquoi? Parce que les anglophones, même s'ils ne sont pas directement concernés par le traité de Rome, puisque le Royaume-Uni n'était pas associé à l'époque, vous avez des anglophones comme Kwame Nkrumah ou Jomo Kenyatta qui adoptent une position panafricaine d'opposition de principe à l'Eurafrique, à l'inverse notamment de certains acteurs francophones comme Félix Houphouët-Boigny, Léopold Sédar Senghor, avec l'exception notable de Sékou Touré, qui voit dans le projet eurafricain un espace vital européen. Et lui, il qualifie même justement l'Eurafrique de néocolonialisme. Donc, ce qui est intéressant, lorsqu'on regarde comment ça s'est passé dans les négociations, c'était Monsieur Houphouët-Boigny qui est envoyé pour défendre le projet français à la conférence de Bruxelles devant les partenaires de la France pour démontrer que ce projet, justement, est soutenu par les populations d'outre-mer. Et ce qui est intéressant dans son justificatif, à l'époque, devant les 5 autres, Monsieur Boigny va insister sur l'importance d'une collaboration eurafricaine pour éviter aux pays africains de tomber sous l'influence du bloc afro-asiatique, donc conférence de Bandung et autres, qui sont définis. Donc, ce bloc afro-asiatique est défini par Monsieur Boigny comme étant le fer de lance du communisme, etc. Ensuite, vous avez devant justement les 5, Monsieur Boigny va critiquer de façon acerbe la politique africaine de la Grande-Bretagne qui, je le cite, selon lui, donne l'indépendance à ses colonies sans prendre aucune mesure en vue du relèvement du niveau de vie de ces populations, etc. Et l'objectif, en fait, pour Houphouët, c'était d'obtenir un consensus négatif entre les 6 par la critique du communisme et des Anglais qui font cavalier seul. Et ce qui est intéressant, c'est aussi que lorsque vous regardez les acteurs africains de l'époque, vous avez Frantz Fanon, qui avait eu une critique assez virulente contre M. Boigny. Je l'ai noté, je vais le citer. Il nous dit, je cite, « Lorsqu'un colonisé comme M. Houphouët-Boigny, oublié du racisme des colons, de la misère de son peuple, de l'exploitation éhontée de son pays, en arrive à ne pas participer à la pulsation libératrice qui soulève les peuples opprimés et que, en son nom, tout pouvoir sont donnés aux bigards et autres massus, nous ne devons pas hésiter à affirmer qu'il s'agit ici de trahison, de complicité et d'incitation au meurtre. C'est assez fort lorsque vous lisez justement les propos de M. Fanon. Mais bon, on était dans une période assez particulière. Moi, je ne vais pas le critiquer comme le critique Façon, mais bon, il y avait des éléments
qu'il considérait comme étant particulier, comme le développement de son pays, qui le poussait à s'associer de façon plus importante avec les Européens. Lorsqu'on prend justement, vous avez posé la question sur Senghor, la question de Senghor est plus nuancée. Senghor a été député eurafricain au niveau du Conseil de l'Europe. Et Senghor, à l'époque, avait essayé de négocier à l'époque, lorsqu'on avait adopté la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, à ce que les droits de l'homme s'appliquent aussi bien dans les métropoles que dans les territoires d'outre-mer. Mais à l'époque, il y avait une clause qui avait été mise en place, c'est la clause de l'article 56, qui laissait la faculté justement aux États membres à la Convention de pouvoir étendre l'application justement de cette disposition justement à leurs colonies. Donc l'État pouvait signer et ratifier la Convention européenne des droits de l'homme et ne pas l'appliquer tout simplement à ses colonies. Senghor, à l'époque, avait essayé justement à ce que ce soit applicable à tous. Donc, effectivement, il y a une différence, il y a une nuance justement entre ces différents acteurs. Merci Adam. Et du coup, après dans l'ouvrage, on passe donc à ce que vous venez de nous décrire, à cette colonisation communautaire, entre guillemets, et on est dans une phase d'unilatéralisme européen. On passe ensuite à ce que vous appelez une association contractuelle librement négociée. Vous mettez des guillemets, bien sûr, parce que pour vous, ce que vont être les accords de Yaoundé, signés en 1963, et l'instauration du système préférentiel, qui va donc organiser les relations économiques et commerciales entre l'Europe et les pays africains, s'inscrivent encore là pleinement dans la logique de la doctrine eurafricaine, alors qu'on est dans une période historique différente où les pays, en tout cas beaucoup d'entre eux, accèdent à l'indépendance, où on est après la conférence de Bandung de 1955, qui voit naître le mouvement des non-alignés, et où on est donc dans un contexte international où les relations de domination sont de plus en plus dénoncées et où s'affirment les revendications pour l'instauration d'un nouvel ordre économique international fondé donc sur la souveraineté des États et également sur le droit pour tous les États, y compris et surtout pour les États du Sud, à se développer. Mais face à la montée de ces revendications, on a des accords qui finalement s'inscrivent toujours dans les mêmes logiques et le droit qui perpétue l'ordre, enfin cette fois-ci instaure un ordre néocolonial. Et en fait, vous expliquez comment également les considérations humanistes, donc les préoccupations pour les droits humains, qui montent en puissance aussi à travers le monde, trouvent finalement très peu d'écho dans ces accords et finalement les normes juridiques et ces accords vont de façon très lente intégrer ces préoccupations pour les droits humains et ces considérations humanistes. Alors finalement, pourquoi cette évolution si lente et qu'est-ce qui va pousser les partis à changer la donne? Bon, c'est une question qui demanderait beaucoup de développement. Malheureusement, le temps tourne et voilà, et je vais vous demander d'essayer de raccourcir un petit peu vos réponses pour qu'on puisse aussi justement parler des accords de Lomé qui, surtout dans leur version 3, 4 et surtout 4 bis, vraiment propose un tournant dans le sens où on a les droits humains qui sont davantage intégrés dans les accords avec une clause suspensive et enfin voilà un droit qui prend davantage en compte la question de la mise en place d'état de droit et le respect des droits humains. Alors pareil, si Félix tu veux compléter, je te donne la parole et puis ensuite à vous Adam pour... Oui, ce sera dans la continuité pour parler des accords de Lomé 4 et Lomé 4 bis dont tu parlais tout à l'heure. Est-ce que ça permet un saut qualitatif dans la prise en compte du droit au développement? Et j'aimerais que vous insistiez sur le concept de droit au développement en question et les droits dans leurs différentes dimensions. Pourquoi aussi affirmez-vous que cette normalisation par les droits de l'homme fait finalement écho à la mission civilisatrice
de l'Europe coloniale au XIXe siècle. Et je vais finir ce chapitre pour revenir à quelque chose parce que moi étant un peu la personne qui porte la parole politique ici, j'ai été sensible à une interview que j'ai lue hier, celle de Joseph Borrell, qui est le haut représentant pour les affaires étrangères de l'Union européenne. Et ce qu'il dit à propos d'une question sur le Sahel, bon, vous allez dire que j'insiste un peu beaucoup sur le Sahel, mais c'est qu'il dit que l'Europe, la sécurité de l'Europe ne commence pas par sur les rives de la Méditerranée, mais plutôt à 4700 km plus loin. C'est un droit de préemption. C'est quoi que ça signifie? Est-ce que nous ne sommes pas toujours dans l'Euro-Afrique telle qu'elle était dessinée au Congrès de Berlin? Est-ce que, apparemment, beaucoup de choses n'ont pas changé? Eh bien, ça, c'est une question subsidiaire. Hein. Si vous pouvez commencer par répondre aux questions de Christelle, ensuite celle sur l'OME 4 et l'OME 4 bis. Pardon. Merci beaucoup pour ces questions. Alors, je vais être assez rapide sur les conventions de Yaoundé, puis les conventions de Lomé. Ce qui est intéressant par rapport aux conventions de Yaoundé, dont la première notamment, et ensuite la deuxième, puis Lomé, c'est que cette fois-ci, la base juridique des rapports entre l'Europe, donc les communautés à l'époque, puis les États africains, ça ne sera pas l'article 131 de l'association unilatérale telle qu'elle avait été établie à partir de 1957, donc l'établissement du traité de Rome, mais l'article 238 238 TCE de l'époque, traité CEE plutôt, 238 qui permettait de signer des accords d'association entre les communautés et des États indépendants, souverains, etc. Donc, juridiquement, en fait, vous avez une participation égalitaire de deux partenaires. À l'époque, c'était les États africains et malgaches associés, ce qu'on avait appelé les EAMA, je crois, à l'époque. Mais lorsque vous regardez Yaoundé 1 concrètement, dans ces dispositions, vous avez une zone de libre-échange qui est établie entre les 6 et les 18 États africains concernant des produits comme, je cite, les ananas, les noix de coco, le café, le cacao, la vanille, les girofles ou encore les noix de muscade, etc. Et encore, ce qui est intéressant juridiquement, si c'est censé être une convention égalitaire entre les deux, vous avez une zone de libre-échange qui n'est pas réciproque. Pourquoi elle n'est pas réciproque? Parce que si les droits de douane sont supprimés entre les parties, les États africains et malgaches associés peuvent et ont établi des droits de douane sur les taxes et des taxes plutôt sur l'importation des produits des CIS sans toutefois faire une discrimination entre ces derniers. Donc vous avez certes une démarche libérale qui est mise en place, mais avec des droits qui ne sont pas véritablement réciproques, contrairement à ce que précise l'article 238 du CEE. Et ce qu'on peut dire en fait par rapport à ces conventions-là, et après, lorsque la convention de Yaoundé 2 sera mise en place, vous avez Monsieur Senghor qui, une fois devenu président de la République du Sénégal, va préciser que le régime d'association qui a été mis en place est certes perfectible, mais que cela exprime plutôt la solidarité eurafricaine. Et pour lui plutôt, cette association est exemplaire parce que ça va au-delà des questions d'intérêt et ça permet de consolider les liens géographiques et historiques entre l'Afrique, l'Europe, etc., etc. Ensuite, vous allez avoir Yaoundé 1 qui sera mis en place, etc. Yaoundé 2 plutôt, Lomé 1, 2, 3, 4, etc. Ce qui est intéressant, vous avez le président de la Commission des communautés européennes, M. Jean Rey, qui présentait l'association à la communauté des pays africains et malgaches comme étant la plus belle réussite de celle-ci. Donc, c'est assez intéressant de voir comment les officiels, en fait, étaient positionnés par rapport à ce point-là. Ensuite,
Durant cette période des conventions de Yaoundé 2 principalement, Lomé 1, 75, Lomé 2, il y a la question des droits de l'homme qui va se poser. Pourquoi? Parce que vous allez avoir des régimes assez particuliers en Afrique, donc meurtriers même, on pourrait dire. Idi Amin Dada en Ouganda, etc. Macias Nguema en Guinée équatoriale, Jean Bedel Bokassa en Centrafrique, etc. Et va se poser un problème où vous avez une coopération avec les communautés européennes sans respect de ces droits-là. Donc, à l'époque, la communauté, dans une démarche de bonne volonté, on pourrait dire entre guillemets, notamment concernant Idi Amin Dada, va suspendre le troisième fonds européen au développement. Pourquoi? Pour notamment violation des droits de l'homme, en essayant d'intégrer justement une interdépendance entre économie et les droits de l'homme. Donc, le problème qui va se poser, c'est que juridiquement, les conventions de Lomé ne prévoient pas leur suspension justement pour non-respect de ces droits-là, ou bien la suspension du fait pour non-respect de ces droits-là. Et donc, du fait de ce défaut de fondement juridique, à partir de Lomé 2, donc dans les années 79-80, la communauté va essayer d'intégrer la question des droits de l'homme justement dans ces relations-là, notamment en s'inspirant de ce qu'avait mis en place le président Jimmy Carter lorsqu'il avait fait de la question des droits de l'homme une boussole dans ses relations avec les pays du Sud. Donc cette position sera partagée par le Royaume-Uni, les Pays-Bas, etc. Mais par contre, elle sera rejetée par la France. Pourquoi? Parce que la France va refuser toute référence aux droits de l'homme dans la future convention de Lomé II, notamment, puisqu'une telle mention aurait induit un droit de regard des autres États membres de la communauté et de la communauté elle-même sur la violation de ces droits-là dans son précaré. Et c'est assez intéressant aussi de voir que côté africain, donc il faut être dur vers ses semblables aussi, très très dur même. Côté africain, le principe de la souveraineté est brandi pour refuser toute ingérence dans les affaires intérieures. Et paradoxalement, les dirigeants africains étaient les premiers à revendiquer le droit de critiquer tout État dès lors qu'il agissait en violation des droits de l'homme, mais lorsque ce sont leurs États et que ça s'est posé dans les cas d'Idi Amin Dada, etc., il n'y a pas eu suspension justement de ces derniers de l'OUA à l'époque. Après, vous allez avoir une évolution des règles juridiques relatives à ça. Aujourd'hui, lorsqu'il y a des violations massives dans un État africain, je crois que c'est l'article 4 de l'acte constitutif de l'Union africaine qui prévoit même un droit d'ingérence, c'est-à-dire que l'Union africaine peut intervenir normalement dans cet État-là pour essayer de résoudre justement ce conflit. Donc, ce qui va changer principalement et qui va permettre la prise en compte des questions humanistes, entre guillemets, dans ces conventions, ça sera le passage du droit du développement, donc considéré comme le droit social des États-nations par le professeur Alain Pelé, par exemple. C'est le passage du droit du développement au droit au développement avec la liaison entre développement et droits de l'homme qui sera impulsé dans un premier temps par le G77, le groupe des 77 États, puis les États africains dans le cadre des instances onusiennes, que progressivement vous allez avoir la prise en compte de ces droits-là justement dans les conventions. Lomé 3, on commence à parler de la protection des droits des femmes, puis à partir de Lomé 4, on instaure une clause relative au respect des droits de l'homme, etc. Et à partir de Lomé 4 bis, donc 95, la révision de Maurice, on va suspendre les États qui ne respectent pas la démocratie, les droits de l'homme, la bonne gouvernance, etc., etc. Et donc, c'est assez intéressant. Pourquoi? Parce qu'on va passer d'une coopération qui était en quelque sorte basée que sur l'économie et la coopération au développement, à une coopération qui intègre justement
à partir des années 90, le respect des droits humains, etc. Et en ce sens, on peut dire que c'est une plus-value et un saut qualitatif, justement, dans ces relations-là. Donc, il ne faut pas être que critique et être très, très biaisé. Donc, il faut reconnaître que, justement, ça a permis un saut qualitatif à ce niveau-là. Alors, sur la question de savoir, est-ce que Pardon, cette normalisation... excusez-moi, madame, mais quand vous dites que ça fait permis un saut qualitatif, dans le principe, d'accord. Mais est-ce que dans la réalité, c'est quelque chose qui a été appliqué ou bien est-ce que ça a été, lorsque ça a été appliqué, ça a été plutôt à la tête du client? C'est-à-dire, Alors, Et j'en profite justement pour apporter un complément sur la base de la question transmise par Ngaïdé Modi. Qui dit que, par exemple, le nettoyage ethnique des années 90-91, avec de très grandes déportations contre les Noirs de la Mauritanie vers le Sénégal et le Mali, n'a rien inspiré comme mesure de sanction ou de rétorsion dans le cadre des accords. Voilà, il fait référence à cette violation des droits de l'homme et la pratique de l'esclavage en Mauritanie qui à notre connaissance, n'a pas donné lieu à des sanctions particulières. Donc, quelle est votre appréciation de cette question? cette question, je m'y suis penché en fait dans le cadre de mes recherches doctorales en fait, et j'avais fait un tableau en fait où j'avais pris tous les États qui avaient été sanctionnés. Il y en a 15 ou 16, je crois, je me rappelle plus de mémoire, par l'Union européenne dans sa globalité, et on remarque effectivement qu'il y a une application des sanctions à géométrie variable. Géométrie variable selon que des intérêts économiques importants sont en jeu. Donc, par exemple, des accords pas que dans le domaine de la coopération au développement, mais des accords dans le domaine de la pêche qui sont assez importants, va faire en sorte qu'on ne va pas appliquer ces causes. Lorsqu'il y a des intérêts géostratégiques et miniers qui sont en jeu, en fonction de l'État en question, on ne va pas appliquer justement cette clause-là. Lorsque vous prenez le Nigeria, par exemple, lorsqu'il y a eu le coup d'État, Abacha, etc., ça n'a pas été appliqué. Et lorsque vous faites une comparaison des pays qui ont été sanctionnés et leur place dans la sphère des relations internationales, on se rend compte que ce sont des pays très pauvres et endettés, ce sont des PMA, en fait, des pays les moins avancés, etc., etc. Donc, à ce niveau-là, effectivement, lorsqu'on regarde l'application, l'application est assez problématique. Mais on nous promet, avec la future convention post-Cotonou de 2021, que tout ça va changer et qu'on sera dans une dynamique proactive, plus neutre et non discriminatoire justement dans l'application des sanctions. Mais bon, à ce niveau, on ne peut pas en vouloir à l'Union européenne et avoir une vision en disant oui, dans certains pays, effectivement, il n'y a pas de respect de ces droits-là, etc., et qu'il y a une vision à géométrie variable. C'est quasiment comme ça. Lorsque l'Union européenne et notamment la Commission européenne avaient émis une critique à l'endroit des États-Unis par rapport à l'application de la peine de mort, la Commission s'est vite fait remonter les bretelles par les États-Unis d'Amérique. Lorsque la Commission a voulu dire, par exemple, à l'Australie qu'il fallait respecter les droits des aborigènes, les Australiens ont répliqué de façon violente en disant nous ne sommes pas un pays du tiers-monde où vous allez essayer de nous imposer vos normes relatives aux droits de l'homme, etc., etc. Donc, lorsqu'on regarde la sphère du droit international et des relations internationales, vous avez justement, entre guillemets, à la tête du client, l'application des sanctions ou pas. Et donc, je ne sais plus, l'autre question, c'était est-ce que la normalisation des droits de l'homme fait écho à la mission civilisatrice de l'Europe coloniale, etc. Bon, je ne pense pas avoir utilisé explicitement ces termes dans l'ouvrage, mais vous avez certains auteurs comme Morten Broberg qui parlent justement de cet écho-là dont vous avez mentionné dans un excellent article qui avait été publié justement dans la Cambridge
Review of International Affairs en 2013, il revient justement sur ces éléments en parlant d'ambition messianique et en spécifiant qu'il n'y avait pas de différence entre réellement, bon, on ne peut pas comparer les deux époques, mais on peut parler d'écho à ce niveau-là. C'est pas moi qui le dis, c'est le professeur Borberg. Je tiens à le préciser. Pourquoi? Parce que lorsqu'on regarde justement les articles 6 et 9, bon, il revient pas sur ces articles, mais je suis allé fouiller un petit peu. Lorsqu'on regarde les articles 6 et 9 du traité de Berlin de 1885, ça pose des questions en fait sur la politique de conditionnalité d'aujourd'hui, etc., etc. Ensuite, Félix avait posé une question dont je me rappelle plus. C'était sur, je sais plus. Est-ce que vous pouvez rappeler votre question sur Non, l'Allemagne? Je sais plus. non, je voulais parler de la dernière interview de Joseph Borrell, Ah qui est le... oui, parfait. Oui. Donc, le vice-président de la Commission de l'Union européenne, qui est en même temps haut représentant de l'Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité. Donc, Borrell, lorsqu'il parle justement de ces éléments-là, c'est assez intéressant de regarder pourquoi il le dit dans les faits. À partir de 2015, en fait, vous avez eu la politique migratoire de l'Europe qui s'est transformée avec la mise en place du fonds fiduciaire, mais aussi le fait que l'Union a commencé à délocaliser ses frontières. C'est l'expression qu'on a utilisée justement dans la doctrine juridique. Et lorsque vous regardez concrètement comment ça se passe, vous avez par exemple ECAP Sahel qui a une antenne à Agadez qui va se pencher sur les questions migratoires alors qu'en 2012 c'était pas le cas. Il y avait eu dans un premier temps des accords avec les États d'Afrique du Nord. La Libye n'avait pas d'accord avec l'Union européenne, c'était plutôt entre l'Italie et la Libye qui avaient un accord. Et progressivement, l'Union s'est rendue compte, à partir de l'hécatombe qu'il y avait eu en avril 2015, que la majorité des migrations ouest-africaines passent par un État sahélien qui est le Niger, qui est en état de transit. Donc, à partir de là, ils ont essayé en quelque sorte de contrôler de façon plus importante ces flux migratoires. Et lorsqu'on analyse de façon plus poussée cette affirmation du vice-président de la Commission, vous avez la facilité de soutien à la paix, je crois, qui est financée par l'Union européenne depuis quasiment 2004. Et lorsque vous regardez les missions et opérations de l'Union européenne en Afrique, ce sont les plus importantes dans le monde. Et je crois que la Commission européenne dit qu'elle a apporté quasiment 2,3 milliards, je crois, d'euros pour soutenir justement la paix et la sécurité sur le continent africain. Donc concrètement, lorsque vous regardez dans les faits, en fait, l'Union européenne est un partenaire assez important pour la mise en place justement de l'architecture de paix et de sécurité africaine, mais aussi dans le cadre du G5 Sahel, ils ont apporté un soutien financier assez important. Donc, ils aident les Africains dans le cadre de leur propre agenda qu'ils ont mis en place, mais aussi on est en relation internationale. Les États défendent leurs intérêts. On est dans un pourtour méditerranéen où, lorsqu'il y a des problèmes de contrôle d'un État, automatiquement, ça touche justement la partie européenne. Donc, en bon stratège, si j'étais à la place de ces derniers, je ferais en sorte justement de me prémunir de ce genre de situation qui pourrait être conflictuelle justement dans leur zone. Donc, j'ai pas envie de dire cette expression, mais on est en relation internationale, donc chacun défend ses propres intérêts à ce niveau-là. Mais il faut pas y voir qu'une vision en fait partielle, parcellaire et qu'on pourrait qualifier de rafrique militaire, etc. dans la position européenne. L'Union assiste les États africains
dans le cadre justement de leur propre stratégie interne, mais aussi lorsque vous prenez, très important, la stratégie de la stratégie sécuritaire de l'Union européenne adoptée en 2016, elle se doit de défendre ses propres frontières en allant au-delà même de ses frontières physiques. Et ils ont adopté, je ne sais pas si vous êtes au courant, c'est le 19 avril, je crois, de mémoire, le 19 ou 16, je ne sais plus, c'était un vendredi. Je crois que c'était le 19 avril 2021. L'Union européenne a adopté sa nouvelle stratégie pour le Sahel. Et c'est très, très important quand vous aimez et que vous adorez parler du Sahel. Et dans ce cadre, justement, lorsque vous lisez la stratégie de l'Union européenne pour le Sahel qui date d'avril 2021, il n'y a pas de gap par rapport à ce que dit Borrell. Borrell s'inscrit exactement dans ce qu'ont décidé d'adopter les États européens au sein de l'Union européenne. Et c'est pour défendre justement et protéger l'Union européenne des problématiques sécuritaires qui peuvent émerger justement de ces zones conflictuelles sahéliennes. Alors justement, oui, comme vous venez de le dire, les dimensions sécuritaires sont appelées à prendre encore plus d'importance dans le cadre des nouveaux accords qui ont été paraphés à la mi-avril dernier, les accords post-Cotonou. Mais voilà, au-delà de cette dimension sécuritaire, il y a aussi toutes les questions liées au développement économique des pays africains. Qui finalement ne sont pas parvenus à développer leur économie parce que ces accords, dans leur première version, les accords de Cotonou signés en 2000 et qui ont donc perduré pendant 20 ans, ont entretenu finalement des économies sur des systèmes de spécialisation primaire et donc une insertion primaire de l'Afrique dans la mondialisation. Ces accords ont fait la promotion des politiques néolibérales et des intérêts européens. Et donc maintenant, on se trouve à gérer d'un point de vue sécuritaire et aussi en termes de gestion de la pauvreté, d'éradication de la pauvreté, un autre aspect qui va prendre beaucoup d'importance dans les nouveaux accords. Ce qu'on aurait pu peut-être prévenir davantage en instaurant un système de coopération économique plus à l'avantage des pays africains et des populations africaines et de leur développement. D'ailleurs, à la signature des accords de Cotonou en 2000, certains auteurs critiques ont déclaré que ces accords constituaient les habits neufs de la servitude. Alors du coup, on se dit que là aussi, les accords de Cotonou sont un peu dans la reproduction de pratiques néocoloniales et de relations économiques et commerciales qui ne sont finalement qu'en faveur des pays européens. Pour vous, qu'est-ce qu'on peut attendre des accords qui ont été paraphés dernièrement? Est-ce qu'ils vont ouvrir une nouvelle ère alors que l'Afrique aussi travaille à davantage à approfondir son intégration continentale, quand on voit que vient de se mettre en place une zone de libre-échange continentale. On voit aussi qu'on peut critiquer ces modes de développement qui se fondent aussi sur le libéralisme et la continuité du libre-échange. Donc voilà, quelle est un petit peu votre appréciation de ces questions-là, à la fois sur les accords dont on vient qui viennent de se terminer là, après 20 ans depuis 2000, qui ont duré pendant 20 ans, et puis maintenant les nouveaux accords qui sont amenés à se mettre en œuvre. Sur les accords de Cotonou qui ont duré donc de l'an 2000 jusqu'à quasiment 2021, puisqu'il y a eu prorogation de l'accord de Cotonou jusqu'au 30 novembre 2021 par le comité des ambassadeurs ACP Union européenne. Je vais citer la commission. Donc la commission elle-même a évalué en 2016 l'accord de Cotonou et a considéré que c'était un échec. Et c'était la commission qui était chargée côté européen justement de l'exécution justement de l'accord de Cotonou. C'est elle qui fait les appels d'offres dans le cadre du Fed, etc., etc. Et donc c'est assez intéressant de regarder ce que la commission dit. Elle a
publié une communication en 2016 où elle évaluait justement l'accord de Cotonou et a considéré que d'un point de vue économique, notamment l'objectif d'intégration des États ACP, Afrique, Caraïbes, Pacifique, dans l'économie mondiale, c'était en échec, même si l'accord de Cotonou, lorsque vous regardez dans les points de détail, est assez intéressant sur la protection des consommateurs, etc., sur la question de la clause CPI, Cour pénale internationale, éradication de la pauvreté, il y a certains aspects qui demeurent assez intéressants tout de même, il faut le reconnaître, mais lorsque vous lisez justement les dispositifs relatifs aux APE, les articles 36, 37, 38, accords de partenariat économique, ça a créé de véritables tensions, justement. Les APE devaient être mis en place maximum à la fin 2008, mais jusqu'en quasiment 2020, on n'a pas réussi à faire signer quasiment tous les APE. Ça devait être des APE régionaux. Du fait des oppositions africaines, on a eu des APE individuels avec les pools économiques justement des différentes régions subsahariennes, etc., ce qui avait posé des problèmes à ce niveau. Ensuite, lorsque vous lisez justement la commission dans son évaluation de 2016, elle revient sur les échecs qui peuvent s'expliquer justement par les méthodes adoptées. Donc, moi, j'utilise pas, je crois, l'expression néocoloniale, mais je dis que quand même, il y a un corps de doctrine qu'on voit qui ne disparaissent pas en fait de l'époque jusqu'à quasiment aujourd'hui. Lorsqu'on parle d'intégration des États africains dans l'économie mondiale, ça fait penser à des souvenirs assez particuliers, d'où justement le fait que certains auteurs parlent de principes missionnaires. Vous avez le professeur Jean Roux, je crois, un excellent juriste qui avait parlé de principes missionnaires à ce niveau, etc. Lorsqu'on regarde les futurs accords qui ont été paraphés récemment au mois d'avril, après un accord politique le 3 décembre, je crois, 2020, on s'inscrit normalement dans une nouvelle dynamique. Pourquoi? Parce que cette fois-ci, on essaie de prendre en compte justement la position africaine dans le cadre des négociations. L'Union européenne a fonctionné selon un nouveau principe en se disant maintenant, lorsqu'on va négocier avec nos amis africains, on va prendre en compte leur cadre stratégique interne, c'est-à-dire que l'agenda 2063 de l'Union africaine, qui a été établi par la Commission de l'Union africaine, des éléments de cet agenda ont été pris en compte justement dans le cadre de ces négociations. Et ensuite, vous avez eu des directives de négociation qui ont été adoptées au mois de mai, je ne sais plus si c'est avril-mai 2018. Les négociations avaient débuté en septembre 2018. Mais ce qui est intéressant, encore une fois, lorsque vous faites de la recherche et que vous allez dans les points de détail, les détails font toujours le diable est dans les détails, c'est la commission qui va proposer le 19 décembre 2017, je crois, donc quasiment un projet, un brouillon d'accord au Conseil de l'Union européenne. D'accord? Et ça sera en fait ce brouillon d'accord qui sera la base des négociations entre les États ACP et l'Union européenne. Les États ACP ont certes adopté des directives de négociation, mais lorsque vous regardez comment dirais-je, la forme qu'a pris le futur accord, c'est-à-dire un socle commun, et ensuite un partenariat Afrique-Union européenne, Afrique, Caraïbes, Afrique, Pacifique, etc. C'est exactement ce qu'avait proposé la Commission dès décembre 2017, c'est-à-dire avant même d'entrer en négociation en septembre 2018. Et c'est assez intéressant de regarder quels ont été les éléments qui ont été repris au final dans le cadre de ces négociations. Et même côté africain, ce qu'il faut noter, c'est qu'il y a eu des oppositions entre les acteurs africains parce que l'Union africaine va adopter le 21 mars
2018 des directives de négociation dans le cadre des relations avec l'Europe pour pouvoir remplacer l'accord de Cotonou, alors que juridiquement, l'Union africaine n'est pas une organisation internationale partie à l'accord de Cotonou. Certes, dans l'accord de Cotonou, on cite l'Union africaine, c'est un acteur dans le cadre de cet accord, mais l'accord lie juridiquement l'Union européenne et les États ACP, l'Organisation des États ACP, OEACP. Et l'Union africaine voulait se substituer à l'OEACP en adoptant elle-même à partir du 21 mars 2018 à Kigali des directives de négociation. Et c'est assez intéressant de retenir cette date. Pourquoi? Parce que c'était la date où avait été adopté le traité de libre-échange continental africain. C'était le même jour qu'il y avait eu ces deux décisions. Il y en a une qui a eu un écho quasiment planétaire et il y en a une autre qui est passée justement sous les feux médiatiques. Et il y avait M. Carlos Lopez qui avait été désigné comme négociateur en chef de l'Union africaine, donc que vous devez connaître. C'était l'ancien secrétaire exécutif, c'est ça, de la Commission économique des Nations Unies pour l'Afrique. Donc finalement, la situation s'est dégoupillée à partir de novembre 2018, où l'Union africaine a reconnu qu'elle n'était pas compétente juridiquement pour négocier ces accords avec l'Union européenne, que c'est toujours l'OEACP. Lorsqu'on suit ces négociations, il y avait eu une véritable crise en fait sur la question de la disparition de l'OEACP. Certains avaient appelé à sa disparition et vous avez eu côté africain des mini-tensions à ce niveau-là. Bref, quoi qu'il en soit, dans le nouveau accord, on n'a pas encore la version consolidée de l'accord. Donc, on a les directives de négociation côté européenne, directives de négociation côté africain. Ensuite, on a les déclarations sur ce sur quoi on s'est entendu, etc. Mais on attend encore de voir concrètement dans les détails ce qui a été décidé, mais de façon générale, ce qu'on peut noter, c'est qu'il y a un socle commun qui sera applicable à tout le monde, donc que ce soit les États africains, les États du Caraïbe et les États du Pacifique. Et ensuite, il y aura des accords avec l'Union africaine, entre l'Union européenne normalement et l'Union africaine, puis Caraïbes, Union européenne, Caraïbes, Union européenne, Pacifique. On ne sait pas juridiquement comment ça va se goupiller, mais c'est assez intéressant parce que cette fois-ci, comparativement à ce qui avait été fait en 1997, lorsque la Commission avait publié son livre vert pour enclencher les négociations relatives à la fin de l'OME 4 bis et l'adoption de l'accord de Cotonou. Cette fois, on a le cadre de doctrine donc africaines qui sont prises en compte, dont notamment l'agenda 2063. Donc, vous aurez normalement dans le futur accord une forme de refonte de la notion de développement en revenant sur tout ce qui est relatif à l'économie bleue qui sera intégrée dans le futur accord, l'économie verte, etc. Vous avez la question du numérique qui sera intégrée également, en plus d'autres questions contemporaines relatives justement à la question du développement durable. Donc, on espère voir concrètement ce qui a été couché sur papier entre les deux partenaires pour avoir une analyse un peu plus fine justement de ces accords-là. Merci Adam pour avoir répondu à la question. Félix, tu souhaites apporter des compléments? On s'approche vers la fin. On s'approche de la fin. Juste une dernière question. Elle est politico-juridico-philosophique d'ailleurs. Hein, on va voir. En fait, ce que j'ai envie de vous demander, est-ce que, d'abord, il faut s'entendre sur les termes, bien évidemment. Pour vous, est-ce que le concept de France-Afrique est pertinent? S'il est pertinent, est-ce que c'est un avatar de l'euro-Afrique? Voilà, c'est la question. Je ne pense pas qu'elle soit spécifiquement juridique, mais ça ne m'étonnerait pas quand même qu'il y ait la possibilité de voir tout cela. Ouais.
Alors, je ne suis pas du tout spécialiste de la France-Afrique. Vous avez des experts reconnus dans le domaine sur la notion de France-Afrique, etc. Mais ce que je peux vous dire, lorsque vous vous penchez justement sur la notion d'Eurafrique, certains auteurs, dont notamment Yves Montarzolo, précisent que si la France s'est lancée dans la notion de France-Afrique à partir de la fin de la Seconde Guerre mondiale et des années 50, c'est parce qu'il y a eu un échec de la tentative de prise en compte et de gestion des colonies par les Européens et de la mise en place effective et réelle de l'Eurafrique dans les années 50. Donc ça, ce sont des lectures que j'ai eu à faire dans le cadre de thèses publiées en histoire, justement, sur la notion d'Eurafrique, parce que ce qui est intéressant, c'est que les historiens ont beaucoup écrit sur cette notion, les juristes ne s'y intéressent quasiment pas du tout, et c'est assez intéressant de taper à la porte de nos amis historiens pour voir ce qu'ils disent par rapport à cette notion. Donc, par rapport à votre question, effectivement, il y a des interconnexions et l'auteur qui en parle le plus et le mieux, c'est le professeur Yves Montarzolo, justement, dans sa thèse relative à l'Eurafrique, contrepoint de l'idée d'Europe. Donc, thèse d'histoire, qui n'est pas justement juridique. Merci. Merci Adam. Merci. Ouais, vas-y, tu veux ajouter quelque chose? Non, c'est fini, je te laisse conclure. En tout cas, ce qu'on peut dire quand même concernant la France, c'est qu'elle déploie son agenda propre en direction des pays africains et pour préserver ses intérêts, puisque notre président Emmanuel Macron est à l'initiative. Il y aura un sommet sur la question du financement des économies africaines qui va s'organiser à la mi-mai, je crois. Puis également à l'ordre du jour du prochain sommet Afrique-France à Montpellier, la réforme entre guillemets, de l'éco, qui est censé mettre fin, entre guillemets, là aussi, à la monnaie survivance de l'époque coloniale du franc CFA. Donc, on voit bien que la France, en tout cas, a toujours le souci de préserver ses propres intérêts et à mettre en œuvre son agenda sur le continent africain. Des questions qu'on aura l'occasion de débattre aussi avec l'organisation d'un autre panel, certainement à la fin juin, début juillet, avec d'autres intervenants et on vous tiendra informés. Donc, ben voilà, on s'approche de la fin de notre rencontre. Merci beaucoup, Adam Abdou Hassan, pour votre exposé et pour ce livre que vous pourrez commander sur le site du CETIM, qui est à la fois très accessible, pédagogique et vraiment très précis. Et ce soir, vous avez pu avoir un aperçu de la richesse de la réflexion de notre juriste. On a été ravis de vous recevoir. Merci Félix pour avoir co-présenté cette séance. Voilà, bonne soirée et peut-être à bientôt. Je vous signale que la semaine prochaine, au niveau de la Fondation, on a un séminaire qui portera sur les politiques macroéconomiques et qui aura lieu le 11 mai. Dans le cadre de notre webinaire face à la pandémie des enjeux, des choix de société. Donc, je vous invite à nous rejoindre le lundi 11 mai. Merci à tous de nous avoir suivis et vous pourrez retrouver cette vidéo dans le courant de la semaine prochaine sur YouTube. Merci à tous et à bientôt. Au revoir. Salut. Au revoir. Au revoir.